BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est Patrick Koller, le directeur général de Forvia. Forestia. J'ai vu que sur le site, il y avait les deux encore, en petit Forestia. Forvia, le nom du nouveau groupe issu de votre fusion entre Forestia et le groupe allemand Hella, effectif depuis le 1er février. D'ailleurs, un premier trimestre de bons résultats qui intègre 2 mois aussi de Hella. On va en parler dans un instant de ces perspectives compliquées pour le secteur automobile et pour les équipementiers. J'aimerais qu'on commence par les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même des bonnes nouvelles pour votre groupe, notamment un premier partenariat, c'est-à-dire c'est pas le premier dans le domaine, en tout cas un partenariat signé avec Mercedes sur les tableaux de bord du futur. Expliquez-nous comment on peut, quand on s'appelle Forestia, concurrencer et Google et Apple. Alors nous avons fait, il y a quelques années de ça, une JV avec une société portugaise qui Aptoide, exactement, qui a développé un portefeuille d'applications, qui est donc une librairie d'applications. Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'imposons pas les mêmes contraintes en matière de propriété de données, ni même de services supplémentaires qui vont avec le portefeuille d'applications. Par rapport à Google, CarPlay ou Apple CarPlay. Exactement. Et donc on offre beaucoup de flexibilité. Les constructeurs peuvent choisir quel est le bouquet d'applications qu'ils souhaitent avoir par pays. Et ça, vous avez signé un contrat donc avec Mercedes, là, il y a 48 heures, et puis aussi déjà avec Volkswagen et BMW. Exactement, exactement. Et je pense que c'est pas terminé, parce qu'on est en discussion avec un certain nombre d'autres OEM, je pense que ça marche très bien. Alors c'est vraiment intéressant, parce que c'est pas si technique que ça, parce que vous le disiez, au fond, c'est un choix pour les constructeurs d'être dans les mains des GAFAM ou pas. Parce qu'on sait que demain, une voiture, ça sera un ordinateur sur 4 roues en fait, et que la data, les voitures autonomes auront besoin de tout connaître sur les habitudes des conducteurs, des consommateurs. Et donc, qui aura la data? Est-ce que ce sont les GAFAM ou est-ce qu'on peut encore, avec des groupes comme Forvia, garantir aux constructeurs qu'ils conserveront leurs données? Alors, il faut faire attention. Certaines de ces données appartiennent aux utilisateurs. Et aujourd'hui, les utilisateurs ne savent pas quoi en faire. Mais on peut imaginer que dans un deuxième temps, il y ait des comptes data, comme il y a des comptes bancaires sur lesquels, absolument, sur lesquels les utilisateurs demanderont à ce que leurs données soient transférées. Et ces données ont de la valeur. Ont de la valeur pour l'assurance, ont de la valeur dans différents domaines, y compris la santé. On pourra effectivement dire à son assureur, je vous donne accès à mes data et vous me baissez ma prime de 30%. Et ce que nous faisons avec Aptoide, c'est ça. C'est pas seulement d'offrir des applications, mais aussi d'offrir des services, comme par exemple des services financiers, pour pouvoir acheter, pour pouvoir fonctionner sur Internet, mais aussi de transfert de données. Ce qui se joue aussi en ce moment entre vous, équipementiers et constructeurs, c'est qui détiendra le cerveau de la voiture. Parce que on le voit, une voiture demain, c'est déjà beaucoup d'électronique, ça sera encore plus d'électronique demain, surtout quand elle sera autonome. Et vous êtes, vous, au cœur du cockpit, à la fois sur l'habitacle et l'électronique embarquée. Et j'imagine que quand vous négociez avec Mercedes ou BMW, on parle de qui aura accès à quoi, non? Bien sûr, on parle de ça, mais alors, la voiture, elle va être d'abord électrique. Donc il va falloir gérer toute la partie énergie. Elle sera de plus en plus en conduite autonome ou en conduite automatique. Et donc là aussi, ce sont des systèmes très importants. Donc en fait, il y aura des plateformes qui seront de la responsabilité des constructeurs, parce que c'est avec ces plateformes qu'ils vont se différencier. Et puis, il y a beaucoup de services et de fonctionnalités que proposeront les fournisseurs. Alors l'industrie automobile vit multiples révolutions, vous le rappeliez, l'électrique, l'autonome, et en même temps est frappé par une crise inouïe, pénurie de composants, de semi-conducteurs, d'acier, d'éléments même centraux de la voiture. Vous avez du coup, il y a quelques jours, été très prudent sur vos prévisions, vos perspectives 2022. Vous avez même un peu déçu les analystes en annonçant un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros. Pourquoi vous avez été aussi prudent ? La grande différence avec IHS, qui est, vous savez, l'organisme qui prévoit les volumes, pour l'automobile en particulier, est de 3 millions de véhicules sur le deuxième semestre. Je pense que les semi-conducteurs, la crise des semi-conducteurs ne va pas s'arranger sur le deuxième semestre, probablement même pas avant le deuxième semestre de l'année prochaine. La guerre en Ukraine, nous n'avons aucune visibilité.
Et Omicron en Chine est compliqué. Vous avez vu, ça a commencé dans le nord de la Chine à Changchun, ça se poursuit à Shanghai, il y aura peut-être un développement à Pékin. Bon, donc le cumul de ces trois éléments qui auront aussi une répercussion sur la demande, hein, et vous avez toutes les inflations qui font que les voitures vont coûter plus cher, que les taux d'intérêt vont augmenter, nous inquiètent en matière de volume. Donc je crois qu'avec la visibilité que nous avons, ou le manque de visibilité que nous avons actuellement, il convient d'être prudent. Alors il y a quand même un rebond par rapport à l'an dernier qui était catastrophique. Vous êtes presque à plus de 50% de volume sur l'année 2022. Non, alors non. On sera sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021 entre 1 et 2 millions de véhicules supplémentaires. Seulement. Donc c'est et nous avions un deuxième semestre par contre l'année dernière qui était une catastrophe. C'est ça, c'est par rapport au deuxième semestre. Et donc cette progression, comment ça se traduit sur vos marges? Est-ce que vous arrivez, comme les constructeurs, qui ont un peu premiumisé leurs ventes, qui ont mis la priorité sur des véhicules plus chers parce qu'ils n'ont pas les composants pour fournir tous les véhicules demandés par les consommateurs, est-ce que vous aussi, vous avez réussi à suivre et donc du coup à maintenir vos marges, voire même à les faire progresser? Alors, dans ce qui est le business en B2C, donc toute la partie aftermarket, oui, on réussit à passer des hausses de prix. Sur la partie que nous faisons directement avec les OEM, non. Donc là, nous négocions avec eux des hausses de prix liées aux inflations, des compensations d'inflation. Et vous avez du mal à faire passer ces hausses de prix? Non, je pense que les constructeurs comprennent qu'il faut que nous trouvions des accords. Alors parfois, c'est un peu décalé dans le temps, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des accords qui sont rétroactifs au 1er janvier, donc ça nous pénalise sur l'année. Mais l'enjeu vraiment, c'est de ne pas être impacté par l'inflation sur l'année entière et de ne pas avoir à reporter sur l'année suivante un handicap inflation. Oui, il y a ce jeu de négociation, on le voit dans toutes les industries, entre les fournisseurs, leurs clients, de savoir à quel moment on passe les hausses de prix et qui a le pricing power entre les mains. Mais les clients comprennent que c'est pas durable. On peut résister pendant une période, mais on peut pas résister très longtemps. Nos fournisseurs sont également dans cette situation. On commence à avoir des problématiques de cash et de gestion de cash. Bien sûr. Et justement, vous parlez de vos fournisseurs. Est-ce que vous aussi, encore aujourd'hui, vous êtes empêché dans vos livraisons aux constructeurs parce que vous n'avez pas les pièces de vos fournisseurs? Alors, non, sur les semi-conducteurs, on a des restrictions, c'est très clair. On a eu des problématiques liées aux faisceaux de câbles liés à l'Ukraine, et ça c'est en train de s'améliorer, sur un certain nombre de composants de switch. Là aussi nous avions quelques difficultés parce qu'ils sont fabriqués massivement en Ukraine. Les productions ont repris en Ukraine, on est à peu près à 50%, ça se passe à l'ouest de l'Ukraine, et des alternatives ont été trouvées, donc là ça va fonctionner plutôt correctement. Ça c'est sur le court terme. Sur le plus long terme, on pourrait avoir quelques restrictions liées au gaz néon, etc. Donc il y a un certain nombre de problématiques différées auxquelles il faudra que nous fassions face, mais pour lesquelles il y a déjà un certain nombre de solutions alternatives engagées. On va reparler de la Chine. Vous évoquiez à un moment donné les confinements qui se multiplient. Forvia, Faurecia, c'est quoi? C'est 114 000 salariés aujourd'hui, un peu plus? C'est 150 000 salariés. 150 000 avec Hella en fait. Avec Hella. Et combien en Chine? 35 000 en Chine. 35 000 en Chine. Et quelle est la situation de vos salariés là-bas? Est-ce que vous en avez dans les zones confinées? Est-ce que vous avez des usines confinées avec des salariés qui dorment sur place? Quel type de soutien vous apportez à vos salariés? Alors pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons 7 personnes qui ont été testées positives. Sur ces 7 personnes, 5 sont asymptomatiques. Et nous avons 6500 personnes qui sont confinées. Donc nous sommes, si vous reprenez le nombre de jours ouvrés, de jours travaillés, sur le total possible, nous sommes à l'arrêt sur plus de 30%. 30% de la production en Chine? Oui. Et très honnêtement, ça m'inquiète parce que on fonctionne par cluster géographique. Il y a plusieurs clusters de fabrication automobile, et on voit que ça a commencé à Changchun, c'est maintenant à Shanghai. Il pourrait y en avoir d'autres. Alors,
peut-être l'information encourageante, c'est que les plus grands clusters, c'est quand même pour l'automobile, c'est quand même Shanghai et aussi Changchun, où vous avez FAW, donc vous avez le démarrage de l'industrie automobile chinoise. Mais la politique du zéro Covid n'empêche pas quand même un certain nombre d'intrusions. Et vous avez vu, à Beijing, on parle de quelques cas. Bien sûr, bien sûr. Et ça a des conséquences, évidemment, on le voit déjà, sur l'économie chinoise et notamment les consommateurs chinois qui achètent beaucoup moins d'automobiles. Et donc, ça a un impact sur le business aussi en termes de vente. Et les fournisseurs. Et de fournisseurs. Et les exportations, du coup, vers l'Europe et vers l'Amérique du Nord. Ce qui explique, on en parle au départ, de votre extrême prudence sur vos perspectives 2022. Il faut faire le dos rond. Exactement. Exactement. Et je pense qu'il vaut mieux prévoir, être prudent pour se préparer à cette situation plutôt que d'avoir un excès d'optimisme qui pourrait nous retarder dans nos réactions. Et vous le disiez, retour à la normale, en tout cas sur les semi-conducteurs, pas avant le deuxième semestre 2023. Oui, je pense que dans toutes ces inflations, il y a une part structurelle et une part conjoncturelle. Et je pense que la partie conjoncturelle, en 2023, devrait s'arranger. Merci beaucoup Patrick Koller, directeur général donc de Forvia. Faurecia, on peut toujours dire Faurecia. On peut toujours dire Faurecia et Hella pendant un petit moment, mais c'est Forvia. C'est Forvia. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business.